Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Bonjour ou bonsoir, bienvenue dans le journal de ce mercredi 20 novembre 2024. Tout d'abord les titres. Manifestation des cas de l'épidémie de la variole du singe Mpox en province de Ngozi. Les habitants de cette province craignent une propagation de cette maladie vu que les mesures barrières ne sont pas du tout respectées. Les consommateurs du carburant continuent à dénoncer l'utilisation litigieuse de l'application Igitoropass par les pompiers, ainsi que les différentes magouilles qui s'observent dans la distribution du carburant à travers cette application. Dans la dernière partie de ce journal, nous vous parlerons des différents problèmes auxquels font face les enfants au Burundi et dans les camps de réfugiés en ce jour dédié à l'enfance. Tout de suite, le développement de ce journal. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce journal par la page Droits de l'homme. Après la récupération de sa maison, un citoyen de la commune Vumbi pensait que la situation allait se normaliser, ce qui n'a pas été le cas. Dans la deuxième semaine de ce mois de novembre, des Imbonerakure ont failli lui ôter la vie et il a été obligé de fuir de nouveau. Aujourd'hui, il va relater les tortures subies avant de franchir la frontière. Nafatiwe ku mugenzi wanje mu marembo n'umutumba uri muri zone Gisenyi muri commune Busoni mu ntara ya Kirundo hari itariki 9 z'uku kwezi kwa 11. J'ai été intercepté chez mon ami à Marembo. C'est une colline se trouvant en zone de Gisenyi, commune Busoni, en province de Kirundo. C'était en date du 9, ce mois de novembre. À ce moment, j'ai croisé un Imbonerakure surnommé Gisigo. Il m'a arrêté et m'a salué. Il a dit que c'était longtemps sans me voir et m'a obligé de lui offrir de la bière. Je lui ai répondu que je ne pouvais pas lui donner de la bière car je n'étais pas habitué à partager un verre avec lui. J'ai ajouté que je n'avais d'ailleurs pas d'argent. Il a martelé que j'ai été rapatrié en provenance de Mahama, ce que j'ai effectivement accepté, lui disant que je suis retourné au pays comme les autres. C'est ainsi alors qu'il a affirmé qu'il détenait des informations comme quoi je collaborais avec la police et l'armée rwandaise en cultivant des légumes pour les fournir aux ennemis du pays, citant les combattants du mouvement Red Tabara. J'ai rejeté ces accusations, répliquant que je n'avais aucune notion en rapport avec l'armée. Il a souligné que j'allais l'avouer de force, arrogant que des témoins étaient déjà disponibles. Il a alors appelé 3 autres hommes. Le seul mot que j'ai pu entendre qu'il a prononcé, c'est le mot capturé. Directement, ils m'ont renversé dans une plantation d'eucalyptus et ont commencé à me piétiner, couché ventre à terre. Ils m'ont infligé des coups au niveau de la poitrine et m'ont retourné pour me frapper au niveau du bas-ventre, ce qui m'a causé des problèmes, car actuellement, au petit besoin, j'urine du sang. Ils m'ont ensuite ligoté et ont présenté un flacon contenant du gazoil. Loin de ces eucalyptus, il y avait une fille qui assistait à la scène. Ils l'ont appelé pour leur amener du sel. Ils ont versé du gazoil et du sel sur mes bras qu'ils avaient ligotés. La fille n'a pas su l'usage de son sel et en m'entendant crier, elle a commencé à pleurer. Pendant ce temps, il y a eu 2 chèvres qui sont venues et ont commencé à détruire des champs de haricots. Ils m'ont laissé et ont accouru pour attraper ces chèvres. Du coup, la fille est venue pour enlever la corde et m'a montré la direction à prendre. Je suis passé en haut du lac Chohoha, juste à son extrémité où on a planté du riz. Je me suis retrouvé dans un site de déplacés de Kironde. Là-bas, j'ai été caché par un vieil homme. C'est à minuit que j'ai pris la direction de Marembo. C'était à l'aube de dimanche 10 novembre. Il m'a montré les fosses communes de l'endroit appelé Goligota et m'a conseillé de passer à côté pour atteindre le Rwanda. Je suis arrivé près d'une barrière de la police rwandaise et j'ai dévié et me suis retrouvé à côté des bergers. Je leur ai raconté que des Imbonerakure allaient m'éliminer physiquement. Ces bergers m'ont alors octroyé des habits car les autres avaient été complètement déchirés.
Là, c'était vers 5 heures et j'ai continué le chemin en direction de Kigali. abapolisi bo mu Rwanda nkanca kubashumba abongera yabwa mbona ko zari zinyishe nibo bashoboye kuma impuzu yo kwambara impuzu zose bazitabaguye aho nahashitse saa 11 zo guca nafata urugendo rwo kubandanya inzu Kigali. Même si cet habitant a eu la chance d'échapper à la mort, il parle de 7 personnes de la même province de Kirundo tuées après leur rapatriement en provenance du camp de Mahama au Rwanda. L'exemple illustratif est celui d'un certain Ferdinand Nyandwi, dit Kambayingwe, originaire de la commune Kirundo, exécuté le 26 novembre 2022 et dont le corps avait été jeté dans la réserve naturelle de Murehe, située en commune Busoni. Toujours en parlant droits de l'homme, le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, le MFFPS, en sigle, demande la libération immédiate de la journaliste Sandra Muhoza, qui est victime d'injustice. À travers sa déclaration sortie ce 19 novembre 2024, le MFFPS déplore que la détention de Sandra Muhoza prouve que le chemin est encore long au Burundi en ce qui concerne le respect des libertés d'expression et de la presse. Suivez Maître Jeanne d'Arc Zaninyana, directrice du conseil d'administration au sein du MFFPS. Sandra Muhoza, journaliste burundaise, est détenue depuis plus de 7 mois au Burundi. Elle fait face à des accusations pour un message partagé dans un groupe privé sur WhatsApp que les autorités qualifient de menace à l'intégrité du territoire national et d'incitation à la haine ethnique. Lors de son procès, le 12 novembre dernier, le parquet a requis une peine disproportionnée de 12 ans de prison, accompagnée d'une amende d'1 million de francs burundais. Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi condamne fermement ces accusations, les qualifiant d'injustes et arbitraires. Nous dénonçons la procédure engagée contre Sandra Muhoza et appelons avec force à sa libération immédiate. Cette affaire illustre les graves défis auxquels la liberté de la presse demeure confrontée au Burundi, un pays où il reste urgent de créer un environnement sûr pour les journalistes. Dans un contexte où la presse est essentielle pour garantir l'accès à une information libre et soutenir la démocratie, nous appelons à une mobilisation collective pour défendre les droits fondamentaux des journalistes comme Sandra Muhoza. Protéger la liberté de la presse, c'est défendre le droit de toutes et tous à une information juste et équilibrée. Nous espérons que justice sera rendue avec une décision qui respecte les principes fondamentaux des droits humains. C'était Maître Jeanne d'Arc Zaninyana, directrice du conseil d'administration au sein du MFFPS. De la page droits de l'homme, passons à la page santé. L'épidémie de la variole du singe, Mpox, commence à se manifester en province d'Ongodzi. Les habitants de cette province signalent qu'il existe déjà des cas positifs déjà détectés. Ainsi, ils craignent une propagation à grande échelle, d'autant plus qu'aucune mesure barrière n'est respectée. Le point avec Walter Kwizera. L'un des cas qui illustre l'apparition de la variole du singe en province d'Ongodzi, c'est un enfant de l'hôpital Kinyana qui a été hospitalisé à l'hôpital de Muremera. Selon nos sources, malgré l'apparition de la variole du singe, le risque de propagation à grande vitesse de cette épidémie existe du fait qu'aucune mesure barrière n'est respectée, en témoigne cet habitant. En Ngozi, la variole du singe ne s'est pas encore propagée partout, mais elle commence à se faire manifester. C'est le cas de l'hôpital de Muremera qui a accueilli un écolier de Kinyana testé positif lors de son retour de l'école. Par la suite, il a été hospitalisé et se trouve toujours à l'hôpital. Et pour le moment, nous craignons que cette maladie se propage beaucoup du fait qu'aucune mesure barrière n'est respectée. Aucun dispositif de lavage de mains. Sur les parkings, il n'y a rien et c'est la même chose qu'au niveau des milieux scolaires. Le plus inquiétant, selon la population d'Ongodzi, c'est l'insouciance qui se remarque chez bon nombre de personnes. Hier, j'ai passé au marché central d'Ongodzi. Il n'y a aucune préoccupation au sein de la population à propos de cette épidémie de variole du singe, pas même ce qui était fait à l'époque de la Covid-19.
Même dans plusieurs endroits publics, on dirait que la population n'est pas consciente de l'existence de la variole du singe. Je pense que cela est dû au manque de sensibilisation. Peut-être que des réunions pour sensibiliser à la lutte contre cette variole du singe vont se tenir pour espérer freiner sa propagation. Sinon, les embrassades et les salutations continuent de se faire au sein de la population sans craindre la propagation de cette épidémie. Dans son communiqué sorti ce mardi 19 novembre 2024, Martin-Joseph Buchumi, l'administrateur de la commune Ngozi, a interpellé la population de prendre conscience de l'existence d'Mpox en appliquant toutes les mesures barrières dont le lavage des mains, l'installation des dispositifs de lavage dans les endroits publics, l'abolition de la consommation des animaux sauvages et autres dans l'objectif d'éviter la propagation de la variole du singe. Merci Walter Kwizera. Après une courte pause, nous continuons ce journal avec la page économie. En page économie, certains conducteurs des véhicules dénoncent l'utilisation litigieuse de l'application Igitoropass par les pompiers. Ces chauffeurs indiquent que dans certains cas, l'application enregistre l'achat de 150 litres alors qu'ils n'ont acheté que 50 litres de carburant. Émile Nibasumba. Ce dimanche, après avoir été servi en carburant, ce chauffeur de voiture-taxi explique qu'il a constaté que l'application Igitoropass a enregistré l'achat du triple du carburant auquel il a droit pendant la semaine. Ici, il dit qu'après avoir scanné son code, le pompiste a mis 50 litres dans sa voiture. Arrivé à la maison, il a ouvert l'application et il a constaté que c'était écrit 150 litres. Il dit que la consommation hebdomadaire restante est moins 100 litres au lieu de 0. Ceci signifie qu'il n'est pas autorisé à acheter le carburant dans les 2 semaines qui suivent. Ce taximan estime que la vente du carburant via l'application Igitoropass est émaillée d'injustice et de magouilles. Ici, il dit qu'il pense que les travailleurs de la Sopebu sont impliqués dans ces magouilles parce qu'il ne comprend pas pourquoi ils n'alertent pas lorsqu'ils voient qu'une voiture consomme 150 litres. Il dit qu'il a appelé un agent de la Sopebu mais que son numéro n'est jamais disponible. Il estime que le système est émaillé d'injustice et de tricherie. Il y a d'autres Burundais qui rencontrent ce genre de problème. Depuis le lancement de l'application Igitoropass par la société pétrolière du Burundi au début du mois d'octobre, il demande au gouvernement du Burundi de réorganiser le système de vente de carburant pour qu'ils reçoivent un carburant suffisant pour leurs véhicules. Merci Emile Nibasumba. Beaucoup de magouilles se manifestent également dans la distribution du carburant via le nouveau système appelé Igitoropass en commune Rugombo de la province de Cibitoke. Alors que les propriétaires de véhicules s'attendaient à une grande amélioration avec ce nouveau système de distribution, ils accusent le responsable communal de la police de distribuer le carburant par favoritisme et par corruption. Les détails avec Inosa Valentin Singilangabo. Depuis que le gouvernement a créé la société pétrolière du Burundi, Sopebu en sigle, et que celle-ci ait lancé l'application Igitoropass pour digitaliser la distribution du carburant, les chauffeurs de la commune Rugombo en province de Cibitoke affirment que la situation s'est beaucoup plus empirée. Plusieurs domagouilles se font remarquer dans la distribution du carburant dans cette commune. Les véhicules sont servis en fonction des pots de vin versés au niveau des stations-service selon ce témoignage. Nous remarquons beaucoup de magouilles dans la distribution du carburant et le favoritisme. Vous vous présentez à la station-service pour mettre le carburant dans vos véhicules, mais l'un parmi vous reçoit 500 litres de mazout, l'autre 100 litres, alors que vous possédez les mêmes véhicules qui parcourent les mêmes itinéraires. Celui qui a mis 100 litres dans son réservoir, il va garer son véhicule pour attendre la prochaine distribution. Les conducteurs de véhicules à Rugombo accusent les responsables de la police d'être derrière ces magouilles opérées dans la vente du carburant. Un chauffeur qui ne donne pas de pot de vin se voit par la suite arrêté.
Nous, les chauffeurs, nous rencontrons pas mal de difficultés et c'est une chasse à l'homme pour nous. À commencer par le DOCOR et le commissaire communal de police, appelé Roger, ils sont les premiers vendeurs de carburant ici en commune Rugombo. Les policiers nous arrêtent en cours de route et nous demandent combien on a payé à la station-service et directement, ils vont garder nos véhicules au bureau du commissariat. Vous comprenez que les chauffeurs sont malmenés. Rappelons que le responsable de la police dit DOCOR en commune Rugombo, en connivence avec le commissaire communal de police prénommé Roger, ont été surpris à maintes reprises en train de détourner des bidons d'essence à une station-service du chef-lieu de Rugombo et aucune sanction contre eux n'a été prise. Merci Nessa Valentin Singirangabo. Vous pouvez également suivre toutes les émissions de la RPA sur nos comptes Facebook, YouTube, X, ainsi que sur le site web de la RPA, www.rpa.bi. Le monde célèbre chaque 20 novembre la journée mondiale de l'enfance. Selon l'Agence des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF en sigle, cette journée est une journée mondiale d'action pour les enfants qui marque l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant. Cette journée marque aussi l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies de la Déclaration des droits de l'enfant en 1959, ainsi que de la Convention relative aux droits de l'enfant en 1989. En 2024, comme thème, la Journée mondiale de l'enfant appelle les adultes à écouter l'avenir. Cette journée dédiée à l'enfance arrive au moment où le nombre d'enfants vivant en situation de rue dans les principales villes du Burundi ne cesse d'augmenter, soulevant de sérieuses inquiétudes quant à leur sécurité et leur bien-être. Ce phénomène, particulièrement visible à Bujumbura, Gitega, Ngozi et Muyinga, s'accompagne d'un accroissement de la délinquance juvénile et de comportements à risque. Reportage signé Clovis Nyondima. À Bujumbura, la capitale économique, on observe une augmentation significative du nombre d'enfants en situation de rue, y compris de très jeunes filles, pourtant des bébés. Ces enfants, dont certains n'ont que 6 à 12 ans, sont présents aussi bien au centre-ville que dans les quartiers périphériques. La situation est similaire à Gitega, la capitale politique, où les effectifs continuent de croître malgré les tentatives d'encadrement. Certains enfants ayant quitté les centres d'accueil affirment préférer la vie dans la rue. Les autorités et les citoyens s'inquiètent de la recrudescence des actes de délinquance commis par ces enfants, notamment des vols. Plus alarmant encore, on constate une augmentation des relations sexuelles entre ces jeunes, parfois non consentis, impliquant des fillettes de 12 à 13 ans. Au nord du pays, comme en province Ngozi, les campagnes menées par le gouvernement et la police pour retirer les enfants des rues se sont également soldées par des échecs. La consommation de stupéfiants, y compris de substances dangereuses comme l'essence, est également signalée parmi ces groupes d'enfants, témoigne une source de la province Muyinga. La situation de ces enfants soulève également des préoccupations sanitaires. Dans le contexte de l'épidémie de la variole du singe qui touche le Burundi, ces enfants vivant dans des conditions précaires sont particulièrement vulnérables, certains ayant déjà été hospitalisés. Merci Clovis Nyondima. À cela s'ajoute le rapport du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, IPC en sigle, qui révèle que près de 500 000 enfants de moins de 5 ans sont menacés par la malnutrition dans plusieurs coins du pays. Sur la période partant d'octobre 2024 à mai 2025, la situation nutritionnelle connaît et devrait connaître une dégradation. Selon le rapport de l'IPC, le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, 5 des 49 districts sanitaires contre le Burundi sont susceptibles de basculer en situation d'alerte et si en phase sérieuse. Les autres unités d'analyse connaîtront une légère dégradation sans changement de phase, l'indique le rapport de l'IPC. Au total, sur la période allant de juin 2024 à mai 2025, 484 490 enfants âgés de 6 à 59 mois répartis sur l'ensemble du territoire souffriront de malnutrition aiguë et auront besoin de traitement. Selon le rapport de l'IPC, ce chiffre a plus que doublé par rapport à la dernière classification IPC de la malnutrition aiguë IPC AM de 2022.
L'analyse de l'IPSI signale que 84 985 enfants seront susceptibles d'être en malnutrition aiguë sévère sur la même période à des niveaux nettement supérieurs à ceux de 2022. L'analyse de l'IPSI trouve qu'en plus de cette situation pour les enfants, 72 980 femmes enceintes et allaitantes pourraient également souffrir de malnutrition aiguë, ce qui représente, selon l'IPSI, une augmentation significative par rapport à 2022. Le rapport de l'IPSI indique que sur les 49 districts que compte le pays, 42 unités ont été analysées dans le cadre de l'analyse IPSI à Yemen. C'est, entre autres, 3 provinces, à savoir Bujumbura, Meri, Chibitoke et Gitega, et des 39 districts sanitaires répartis dans les 15 autres provinces du pays. L'analyse de l'IPSI au Burundi travaille en partenariat le gouvernement burundais, la FAO, l'UNICEF, la PAM, l'Action contre la faim, World Vision, ainsi que l'Union européenne. Merci Eric Nyondima. Ce n'est pas seulement au pays, même les enfants se trouvant au camp de réfugiés de Nakivale en Ouganda peinent à survivre à cause des conditions de vie difficiles vécues par leurs familles. Des sources de la RPA au niveau de ce camp révèlent que ces enfants manquent souvent de la nourriture étant donné que le HCR a également diminué l'aide octroyée aux réfugiés. Le point avec Elvis Nyongongere. Au moment où le monde célèbre la journée internationale de l'enfance, ces parents qui habitent au cas de Nakivale en Ouganda ont déclaré à la RPA que cette journée arrive alors qu'ils sont confrontés à une situation de pauvreté qui ne leur permet pas de satisfaire les besoins de leurs enfants. Ces parents témoignent. Obtenir de quoi manger est très difficile. Il en est de même pour ce qui est des soins de santé. Aussi, il existe également le problème de scolarisation des enfants. Nombreux sont ceux qui ne vont plus à l'école et passent leur journée dans des dépotoirs d'immondices à la recherche des matériaux en fer avant de obtenir de quoi manger. Ceux qui se sont entretenus avec la RPA parmi les réfugiés burundais vivant à Nakivale, il faut savoir également que le manque d'aide jadis offert par le HCR est venu renforcer les difficultés auxquelles ils étaient confrontés. L'aide du HCR a baissé et cela a fait que la vie s'est durcie davantage, d'autant plus que nombreux parmi nous n'avons pas d'autres sources de revenus. Nous demandons au HCR d'augmenter son aide afin de retrouver la vie d'avant. Ces parents demandent que les associations qui s'intéressent au bien-être des enfants soient multipliées à l'intérieur de ce cas afin de bien s'occuper des enfants réfugiés. Merci Elvis Nyongongere. À l'occasion de la célébration de cette journée internationale de l'enfance, la solidarité de la jeunesse pour la paix et l'enfance Sojepaye en sigle dit être satisfaite de l'existence des instruments juridiques qui protègent l'enfant, en l'occurrence le Code des personnes et de la famille, et le Code pénal qui montre la responsabilité pénale de l'enfant. Néanmoins, David Ninganza, un des responsables de la Sojepaye, indique qu'il reste des actions à mener vu qu'il y a encore des droits de l'enfant qui sont bafoués dans les communautés et même au sein de certains secteurs du pays. Suivez David Ninganza, un des responsables de la Sojepaye. Quand même s'il y a des avancées, les manquements aussi sont là, parce que aujourd'hui, je vais commencer, au niveau de l'éducation, je réclame qu'il y ait une révision ou retouche d'un article entre article 71 et 70 qui risque de séparer les garçons et les filles, surtout accusés de grossesse non désirée. Les filles réintègrent 12 mois après allaitement, mais les garçons réintègrent l'année suivante. Je suggère que les deux soient traités de la même façon et plaider pour que les filles aussi réintègrent l'année scolaire suivante, parce que la loi sur le VBG stipule que l'enfant victime de grossesse non désirée doit réintégrer rapidement possible l'école par l'autorité scolaire et académique. On a ajouté même académique parce qu'aujourd'hui, il y a des mineurs qui entrent à l'université. Aussi, je vais parler avec le travail. Le travail, au niveau du travail, pour combattre le travail aux enfants, c'est vrai que les efforts sont là, c'est vrai que la population est sensibilisée,
mais nous plaidons qu'il y ait une loi sur le travail formel parce que c'est là où on trouve beaucoup d'enfants. Comme ça va bloquer plus ceux qui peuvent s'arroger le droit d'exploiter économiquement les enfants, de travailler avec les enfants, et cela aussi va assurer et appuyer les services étatiques et non étatiques impliqués dans la protection de l'enfant contre le travail des enfants. Je veux parler aussi des ménages. Aussi des ménages qu'il faudrait revoir la loi protégeant les enfants des filles et des parents célibataires. Il ne faut pas qu'il y ait un enfant qui soit vraiment enfant chéri parce qu'il est né sur l'homme et l'autre qui n'a pas ses droits à la totalité parce qu'il est né sur la fille. Je veux parler aussi aujourd'hui les parents qui s'allogent le droit, je parle surtout les femmes, le droit de dire tu n'es pas le père de l'enfant. Alors que l'enfant est né sous le toit conjugal, alors que la loi bien souligne que le père de l'enfant, c'est celui-là qui est le mari de sa mère au jour de naissance. C'était David Ninganza, un des responsables de la Sogepaye. Et voilà, chers auditeurs, c'est ici que nous clôturons le journal de ce mercredi 20 novembre 2024. Merci de nous avoir suivis. Merci également à tous mes collègues pour le travail accompli. Bonne soirée à tous.